Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux principes et aux techniques de sondage et aux débats relatifs à leur interprétation. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre les principes et les techniques de sondage et de comprendre les débats relatifs à leur interprétation de l'opinion publique. Les premiers sondages apparaissent dans les années 1930, en prédisant notamment la réélection de Roosevelt en 1936. Ils appréhendent l'opinion publique comme une agrégation d'opinions individuelles, c'est-à-dire comme la somme des opinions individuelles dans une population. Le principe est alors de rendre compte de l'avis majoritaire dans la population en n'en interrogeant qu'une partie que l'on appelle échantillon. En France, la loi du 25 avril 2016 définit un sondage comme une enquête statistique visant à donner une indication quantitative à une date déterminée des opinions, des souhaits, des attitudes ou des comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. Pour réaliser un sondage, il existe deux méthodes pour constituer un échantillon représentatif. Un échantillon est un ensemble réduit de personnes représentant une population plus vaste. Cet échantillon peut être déterminé par la méthode aléatoire. Avec cette méthode, chaque individu dans une population a une chance égale d'être inclus à l'intérieur de l'échantillon. On l'assimile parfois au tirage au sort, mais elle est de moins en moins utilisée, car elle pose la question de la représentativité de l'échantillon. L'échantillon peut aussi être déterminé selon la méthode des quotas. Cela signifie que l'échantillon interrogé doit correspondre aux mêmes caractéristiques sociales que la population concernée par les sondages. Par exemple, les femmes représentent 51,6% de la population française d'après l'INSEE. Pour réaliser un sondage représentatif de la population française, il faudrait donc constituer un échantillon composé de 51,6% de femmes. Ensuite, la réalisation de sondages passe par des techniques incontournables. Les questions posées doivent notamment permettre d'obtenir des réponses exploitables par les sondeurs et reposer sur une formulation précise. Pour cela, les questions doivent être simples. Cela signifie que la formulation de la question doit être particulièrement claire. Par exemple, la question « Estimez-vous que l'indice de taille est un indicateur satisfaisant pour mesurer les inégalités ?» est peu simple car elle nécessite de connaître la signification de cet indice et son mode de calcul. Les questions doivent également être neutres. Cela signifie que les termes utilisés ne doivent pas orienter ou influencer la réponse des personnes interrogées. Par exemple, la question « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait par les annonces fortes du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat ?» n'est pas neutre car elle invite la personne interrogée à reconnaître que les annonces auront un fort impact sur le pouvoir d'achat et qu'elles sont particulièrement exceptionnelles. Les questions doivent également être univoques. Cela signifie que les termes utilisés pour formuler la question ne doivent impliquer qu'une seule interprétation possible. Par exemple, la question « Seriez-vous favorable à la suppression des mathématiques au lycée ?» n'est pas univoque car elle peut être interprétée différemment. Il peut en effet s'agir des mathématiques du tronc commun, de la spécialité, des mathématiques complémentaires ou encore des mathématiques expertes. Pour finir, l'interprétation des résultats d'un sondage doit reposer sur la prise en compte d'une marge d'erreur. Il s'agit de l'écart entre les résultats obtenus auprès de l'échantillon et la réalité qui entoure la question dans la population concernée. La marge d'erreur est exprimée en points de pourcentage. Par exemple, si un sondage révèle que 25% des Français ont une opinion favorable du président de la République, mais que la marge d'erreur est de 3 points, la part des Français ayant une opinion favorable du président de la République est en réalité comprise entre 22 et 28%. Par ailleurs, on considère que plus la taille de l'échantillon est importante, plus la marge d'erreur est faible. Ainsi, les sondeurs estiment qu'il est préférable d'interroger un échantillon composé d'au moins environ 1000 personnes pour assurer sa représentativité. Malgré ces techniques, la capacité des sondages à refléter l'opinion publique est critiquée. Pour le sociologue Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas car elle est créée par les sondages eux-mêmes. Pour développer son argumentation, il adresse des critiques aux sondeurs qu'il accuse de construire l'opinion publique plutôt que de la mesurer. Selon Bourdieu, les sondeurs considèrent que toutes les opinions se valent. Il réfute cette idée car il estime que toutes les opinions ne se valent pas dans la mesure où elles n'ont pas la même force sociale. Cela signifie que l'opinion d'un individu peut être conditionnée par sa position sociale. Par exemple, un scientifique sera plus à même de s'exprimer sur les effets du Covid sur la santé qu'un journaliste ou qu'un professeur d'économie,
du fait de sa situation professionnelle. Le sociologue conteste également l'idée selon laquelle il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Pour lui, les questions posées dans les sondages reflètent davantage les préoccupations des sondeurs ou de ceux qui commandent les sondages, par exemple les partis politiques. On parle d'effet d'imposition car on pose aux interrogés des questions qu'ils ne se posent pas naturellement. Par exemple, des premiers sondages cherchent à évaluer le score des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2027, alors que les électeurs ne savent pas encore pour qui ils voteront et qu'on ne connaît même pas l'identité des futurs candidats. Bourdieu reproche également aux sondeurs de considérer que tout le monde peut avoir une opinion. D'après lui, tout le monde ne peut pas avoir une opinion sur tous les sujets, car tous les individus n'ont pas le même degré de connaissance ou d'intérêt pour tous les sujets. Par exemple, vous n'êtes a priori pas en mesure d'émettre un avis sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne si vous n'avez pas encore abordé ce chapitre en classe. Par ailleurs, le caractère prédictif des sondages est remis en cause car une intention de vote ne correspond pas toujours au vote. Une enquête d'opinion n'est qu'une photographie des opinions à un instant précis et ne peut pas prétendre à être une prédiction toujours vérifiée par les résultats du scrutin. Par exemple, lors du référendum de 2016 sur le Brexit, les instituts de sondage n'ont pas mis en évidence la dynamique en faveur du retrait au sein de l'électorat britannique. A l'inverse, pour le politologue Alain Lancelot, les sondages ont un caractère foncièrement démocratique. Selon lui, les sondages d'opinion et le suffrage universel reposent sur la même logique. Premièrement, le résultat est obtenu par une addition des voix, où chacune des voix pèse le même poids. Il s'agit donc d'un mode d'expression égalitaire. De plus, les sondages permettent aux gouvernants d'avoir accès à l'opinion des citoyens sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour exercer leur action politique afin de mieux répondre à leurs attentes. De façon symétrique, les sondages permettent aussi aux citoyens de participer au contrôle de l'action politique des gouvernants et à la sélection du personnel politique. Ainsi, ils renforcent le rôle des citoyens et leur participation à la vie démocratique.